sur Instagram avec la compagnie Arnaud qui nous présente Furvent. Et puis il y a un petit hippopotame sur le devant qui est là aussi. On en parlera de l'hippopotame, on en parlera. Ils vont en parler de l'hippopotame, n'ayez pas peur. Il fait partie de la compagnie Arnaud, il est assistant metteur en scène sur ce projet. Tu veux commencer Bonsoir, donc moi c'est Victoria, donc je fais partie de la compagnie Arnaud. Je suis comédienne, chef de troupe, entre autres. Voilà, donc costumière, décoratrice, voilà, entre autres. Moi c'est Guillaume, j'ai le plaisir d'être le directeur artistique de la compagnie Arnaud et le metteur en ouïe et comédien avec Victoria sur ce projet Furvent. La compagnie Arnaud, rapidement, on a créé la compagnie en 2010 et alors les premiers projets qu'on a fait, ça a été principalement inspiré, on va dire, par le théâtre de Tréteau, le théâtre expressionniste allemand, et quelque chose de très organique, de très qui était inspiré par le théâtre pauvre de Grotowski aussi. Moi j'avais eu la chance d'être formé à la cartoucherie de Vincennes, au théâtre de l'Épée de Bois, et on avait ce plaisir du théâtre à l'ancienne, donc avec un dispositif technique quasiment inexistant en réalité. On avait une rampe, un plein feu. Les musiciens qu'on avait, parce qu'on a quelque chose qui est très important dans ce qu'on fait, c'est le rapport avec la musique. Et moi je déteste, et là en plus c'est un comble de dire ça aujourd'hui, mais je déteste quand on fait un spectacle et qu'il y a des enceintes sur scène qui lancent une musique à un moment. Du coup on a toujours mis un point d'honneur à avoir des musiciens avec nous sur scène. Donc notre première création c'était la Barque de Caron. On avait un percussionniste, un guitariste et une harpiste qui avaient composé la musique. Notre adaptation de Peter Pan, donc la dernière création qu'on a fait avant celle-là, c'était pour guitare baroque, piano et percussion, qui deviendra bientôt violoncelle, piano et percussion. Pareil sur un spectacle de Noël, on a des guitares baroques et violoncelle. Enfin, pour nous, ça a toujours été capital que voilà, dans le spectacle vivant, il y a vivant. Donc que tout vienne de la scène, et c'est pas si éloigné de l'ordre du contrevent quand on pense que le corps seul doit contrer, entre guillemets. Donc là-dessus, sur ces projets-là, donc on était vraiment sur des choses technologiquement très pauvres, on va dire. Avec le confinement, donc le confinement, il est arrivé pile au moment où on commençait à se structurer, on commençait à remplir nos premiers dossiers de subvention, on commençait à avoir un premier élu qui nous répondait, machin, c'était super, il y avait plein de perspectives. Et puis, bam, confinement, etc. Donc là, on se retrouve dans une situation où la petite compagnie sympa qui s'apprête à percer dans la cour des grands Messins, etc. Oui, on vient de Metz, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, je ne suis pas sûre. On vient de Metz, en Lorraine, dans le Grand Est. Et donc, on se retrouvait avec notre Peter Pan sur les bras qui pouvait être diffusé nulle part, parce que tous les agendas, toutes les programmations avaient été décalées sur 1 an, 2 ans. Donc toutes les réponses qu'on avait, c'est « Ah, c'est super, votre projet, ça a l'air sympa. » Et là, en 2026, j'ai pas de place. Donc on s'est dit, alors dans la rue Taison, près de chez nous, on a une librairie qui s'appelle La Cour des Grands. Et on s'est dit que bon, bah écoute, si on ne peut pas travailler en salle, si on ne peut pas vendre ce qu'on fait, on va faire un petit cycle de lecture pour se remettre en bouche, parce que tout le monde avait eu quand même une grosse période où on n'avait pas travaillé. Et donc on s'est dit, allez, on va faire un truc simple, on va lire La Horde du Contrevent. Little did we know quelle époque. Donc on s'est... En fait, le projet à la base, c'était effectivement ça, c'était que dans des librairies, qu'on tourne, que Victoria et moi, on vienne et qu'on fasse une lecture a cappella de La Horde du Contrevent. On voulait faire à la base 19 soirées avec un chapitre par soirée. Ensuite, on s'est dit, waouh, ça va être du taf, on va faire 3 soirées. Donc on va faire le premier chapitre, le duel en vers d'Alticio et un passage de Morska. Et donc là, on s'est dit, écoute, on a fait cette première soirée, on a réussi à la faire 1 semaine avant le 2e confinement. Voilà. Donc on a fait cette première lecture et donc on a travaillé, on a pensé le texte. Donc là, on se focalisait sur Faréole, donc le premier chapitre. On a fait dans les mêmes conditions que là, sauf que tout le monde était masqué, ils étaient 19 ce jour-là, et on avait demandé à un ami à nous, Didier Delaporte, qui est devenu l'aéro-orgaéroniste de la compagnie, s'il y avait moyen qu'ils nous mettent un petit micro, peut-être une piste devant, un peu derrière, pourquoi pas. Et donc on a fait cette lecture où on avait une seule piste devant, pas de musique encore, on avait juste
Eleonore, donc Eleonore Zielinski, qui fait partie du groupe The Yokel, si vous connaissez peut-être, c'est un groupe de folk que je vous conseille. Et donc Eleonore, la violoncelliste, qui elle nous avait seulement fait le son du faréol, donc le machin. Donc pareil, encore une fois, un petit truc. Donc ça relevait davantage du bruitage que de la musique. Ça, oui, oui. Et donc on fait ça, et ça a plu. Les retours qu'on a eus étaient super enthousiastes. Et voilà, le commentaire qui revenait régulièrement, c'était on a l'impression d'avoir un film à l'oreille. Et puis à partir de là, on a passé tellement de temps, on savait aussi le temps qu'on a passé là-dessus, ce qu'on aurait voulu y mettre, et avec ces perspectives-là, ce qu'on voudrait y mettre, on s'est dit, allez, vas-y, on fait un film dont on n'a pas les images, on a réalisé le film, et on s'est fait voler les bobines, on n'a plus que la bande-son, et d'essayer de faire quelque chose de très immersif. Et là, c'est le moment où normalement tu peux me couper, parce que je parle depuis deux plombs, et t'hésites pas surtout. Si tu veux en prendre la balle. Voilà, très bien. Donc on s'est dit, faisons ça. Et puis donc l'été suivant, on a fait l'étape suivante, donc qui était plus une lecture ambiancée, donc à la Porte des Allemands, toujours à Metz, et avec Eleonore, donc qui nous a composé une musique déjà sur 1h20 à l'époque. 1h05 à l'époque. Ah oui, à l'époque c'était 1h05. Donc voilà, on l'a embrigadé là-dedans. On a Didier qui est passé d'une petite piste de vent pour accompagner à pareil, un vent beaucoup plus vivant, justement, beaucoup plus organique, avec des effets sonores en plus, FX. Voilà, oui, donc, des effets dynamiques aussi qui voilà. sont lancés en représentation, forcément, Ça, parce que là, bon, l'idée est de faire, comme toujours, quelque chose de vivant. Donc, si on a les bruitages qui sont à 3,43 sur la bande, bon, bah, il n'y a pas de secret, c'est quoi qu'il arrive, tu joueras toujours le truc de la même manière jusqu'à 3,43. Et nous ne voulons pas ça, parce que dans spectacle vivant, il y a vivant. Pardon. Je t'en prie. Et donc de là est arrivé finalement ce projet d'album, n'est-ce pas? Et voilà, l'idée étant voilà. de faire une bande originale, une vraie bande originale. Donc là, dans cette version à la Porte des Allemands, on avait une piste donc qui était là faite pour un quintet de violoncelle, entre guillemets. Il y avait Eleonore qui était en scène, qui jouait en direct, et bon, à la base, c'était censé être des loops, mais alors je vous passe, les Ableton ne fonctionnent pas avec sa pédale à elle, avec ce logiciel-là, avec son ordi, etc. Donc finalement, on s'est retrouvé à enregistrer une bande sur laquelle Eleonore joue et improvise, et le pauvre orgaéroniste derrière se retrouve à alterner donc avec 5 pistes de vent différentes, à peu près 35 sons dynamiques à lancer, etc. En direct, donc les toujours. balances à faire pour nous en direct. Enfin, voilà. C'était un beau bordel, mais ça a encore une fois donné un truc très vivant, très sympa. C'est ça. Et voilà, et donc l'idée à chaque étape de travail, en fait, c'était enrichir constamment avec ce mot d'ordre, d'enrichir en organique, en vibrant, de faire quelque chose de très immersif, oui, comme tu disais. Oui, parce que le projet a changé, entre guillemets, en cours de route. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est que au début, l'idée était donc d'adapter la Horde du Contrevent. Super, vaste projet. Là, entre-temps, donc avec cette histoire bon, bah, on reste focalisé sur le premier chapitre et tout, moi j'en suis arrivé à ça parce que je me suis dit que adapter la Horde du Contrevent, forcément j'ai regardé aussi ce qui se faisait ailleurs, quel type d'adaptation avait été faite. Et en fait, moi, forcément, ça amène à qu'est-ce que moi j'aime dans la Horde, qu'est-ce que nous on a envie de montrer, etc. Et je suis arrivé à cette conclusion brillante que pour moi, la Horde du Contrevent, elle a plus de valeur en tant que livre plutôt que juste en tant qu'histoire. La Horde du Contrevent, c'est pas juste un pitch. Sinon, effectivement, on pourrait dire, oh, bon, il y a ce côté fable initiatique, il y a ce côté, c'est un peu inspiré aussi par le JDR avec les posts, les choses comme ça. Et je trouvais que c'était lui faire bien peu d'honneur que de pas accepter l'idée que l'écriture de Damasio, c'est un sillon, et que l'œil, ça devient un diamant. Et qu'à partir du moment où on lit la littérature de Damasio, il y a ces images qui sont invoquées, qui se créent,
Et moi, je trouvais ça dommage de dire, bon, bah alors, je vais vous raconter le début, ensuite, il y a la flaque de Lapsang, il y a Alticio, il y a Norscar, la 9e forme, et tout et tout. Je trouvais que c'était un peu fastoche de résumer tout ça en 1h30, et puis de se réapproprier un peu l'épique de tout ça. Du coup, le projet est devenu, on s'est dit, ok, on adapte ça, mais on adapte le premier chapitre, parce qu'il existe parfaitement comme une histoire en elle-même, comme un pilote des aventures de la Horde. Pour moi, entre Mad Max, Fury Road et Furvan, il y a encore quelque chose qui fonctionne ensemble. Parce que pareil, dans le premier chapitre, on a comment dire, pas une typique, une exposition, les personnages se présentent entre guillemets par l'action, on a des péripéties, on a un acmé, on a une conclusion, etc. On a un final superbe. Donc là-dessus, je me dis, bon, ça va, il y a assez pour faire 1h30. Et effectivement, de toute façon, je défie n'importe quel d'entre vous de lire à voix haute le premier chapitre. Vous en avez pour 1 heure, quoi qu'il arrive. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le texte comme des Golgoth, entre guillemets. On a mis un coup de boule dans la couverture, et puis on a ouvert la première page, et on a commencé par le début. Donc comment ça marche, effectivement, comme quand vous y voyez le livre, l'idée est de projeter les gens dans cet univers qui est sonore, qui est bruyant, qui est parfois douloureux, qui est parfois touchant et tout et tout. Et donc voilà, mais surtout que quelqu'un qui ait fini d'écouter Furvan, et c'est arrivé, c'est chouette, et là c'est là qu'on se dit que ça marche, c'est que quelqu'un qui connaît le livre est content, je sais pas le dire autrement, il est satisfait, on a eu des trucs dithyrambiques, ils étaient ravis de découvrir enfin quelque chose qu'on s'est imaginé toujours, etc., et de découvrir ce monde uniquement à l'oreille. Cool. Les gens qui ne connaissaient pas le livre, qu'est-ce que c'est que ce livre? Il me le faut, ils l'achètent dans la foulée, ils le lisent, ils nous envoient un message, ah, je l'ai lu, c'est super. Des gens que le premier chapitre avait pu décourager aussi, parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de prime abord. Oui, c'est que l'écriture de Damasio, elle est quand même très dense, elle est quand même très exigeante. Voilà. Donc, et ce serait mentir que de dire, peut-être vous, dans votre entourage, s'il y a des gens qui connaissent l'œuvre ou qui l'ont lu, ou que peut-être certaines personnes ont pu aussi l'abandonner parce que les néologismes, le passage d'un personnage à l'autre, etc. Tout ça pouvait aussi, s'il y a des lecteurs timides, ça pouvait un peu les décourager. Ceux-là et également ceux qui vont pas naturellement vers la science-fiction, qui ont décidé que c'était pas pour eux, et ce qui est dommage parce que c'est pas seulement de la science-fiction cet ouvrage-là. Oui, voilà, qui sans dire seulement le côté réducteur, non, oui, mais c'est que voilà, c'est ça qui fait que Damasio, je pense, a marqué aussi comme il a marqué, c'est que il y a un lore, il y a une recherche, il y a une réflexion sur voilà, que ce soit dans les furtifs, la zone autour, il y a une réflexion sur soi-même, sur la société, des propositions réelles, concrètes et tout. Mais il y a une littérature aussi, il y a un phrasé, il y a une rythmique, il y a une recherche dans la langue, quoi. Et nous, notre boulot, je pense, en tant que comédien, si on veut mettre en scène ça, c'est de pas débaucher les intentions, de rendre hommage à tout ça. Donc, on s'est astreint à adapter à la virgule près le premier chapitre, dont les méandres qu'on avait... les méandres, c'est dans le livre d'Antoine Saint-Épondil, d'ailleurs, je l'ai vu écrit nulle part ailleurs, l'étoffe dont sont tissés les vents, que je vous conseille, où la première page, le texte à trous, si vous l'avez déjà lu, donc était en... Voilà, qu'on avait mis de côté à la porte des Allemands pour faire une petite introduction pour expliquer ce que vous ne connaissez pas. Et donc là, on a refait ce passage-là, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Adaptation à la virgule près. Voilà, en gros, c'est qu'on a adapté tout ça de façon à ce que vous voyez, dans les films, l'image un peu où on ouvrait, on a autant on porte le vent, on le ferme, et puis hop, il se referme, bien, on le remonte. Voilà, c'était ça l'idée. C'était que moi, cette image-là, j'ai lu beaucoup, que à partir du moment où on lit ce livre, on se retrouve projeté. Et finalement, ça a été un truc super compliqué aussi pour nous, c'est que, voilà, que ce soit pour démarcher en librairie, et là je loue, Éléonore, je loue le Nuage Vert, parce qu'ils font partie des rares librairies en France, oui, attention. Non pas à Paris, mais en France, qui, j'arrête de m'appuyer, qui nous ont ouvert les portes et qui nous ont fait confiance. Et comme dit Ariane Mouchkine, le théâtre existe à partir du moment où quelqu'un accepte de donner les clés. Ce que Éléonore a fait ici, que Julie a fait à la Cour des Grands, que la ville de Metz a fait avec la Porte des Allemands, c'est super. Donc là, j'arrête de blablater peut-être. Voilà, on s'est présenté rapidement. Là, encore une fois, on a fait des tas de belles promesses où on disait qu'on allait vous faire écouter l'album terminé
l'album n'est pas encore terminé. Elle était censée terminer dimanche. Comme on disait, le but c'est d'enrichir. Oui, non mais, voilà. Parce que, en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup. En plus, tous les autres sont comme ça. Moi aussi. Hein. Mais par contre, bon, tout le reste, surtout Éléonore, la compositrice, le studio, alors il nous faut une tête comme as, parce que justement, on peut pas présenter ça, les gens vont croire que c'est nous, machin, là. Donc là, justement, on était censé finir dimanche. Et puis, il y a tellement de choses passionnantes qui ont été trouvées, des idées que les gens, voilà, que Julien, un des deux ingé-sons de l'autre oreille, nous a balancé une idée de reverb absolument géniale pour la fin. On a enregistré des pistes de chant qui n'étaient pas prévues, enfin voilà. Donc finalement, on se rajoute 3 jours de studio, ce qui représente quand même 750 € TTC. Mais du coup, on se rajoute ça le 22, le 27 et le 29 probablement, ce qui fait que l'album sera vraiment terminé le 29. Du coup, on a passé notre dimanche à avancer sur ce qu'on pouvait, et donc sur cette piste qui s'appelle l'Oblique V44 Beta Test, qui va être diffusée bientôt, et sur cette petite enceinte, voilà. Et donc là, l'idée avec vous, c'est non pas... Parce que moi, je suis ravi d'être ici, parce que justement, on sait qu'on a un public en face de nous qui est intelligent, qui ne va pas aborder les choses en bêtes consommateurs. Vous n'êtes non plus les gens qui vont découvrir en avant-première l'album, mais des bêta-testeurs. Ou bêta-testés. Qui vont voir avec nous ce qui ne va pas dans ce morceau. Pas qui ne va pas, il va très bien, mais voilà, ça c'est le côté un peu contextuel, c'est qu'effectivement là, on n'est pas sur la version terminée, on est sur une version qui est terminée peut-être à 70%, 75% on va dire, et on pourra même parler de tout ce qui peut vous choquer à l'oreille dedans, on les connaît aussi, on les note, mais on sera tout à fait ouvert à ce qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, je pense qu'on s'est assez excusé comme ça. Hein. Ouais, donc voilà, donc là, donc je vais vous lancer ça, ça dure 13 minutes 30. Attention. Donc là, moi, en général, quand on l'avait fait écouter avant, on aime bien éteindre les lumières, on invitait les gens. C'est pas obligé, hein. On va atténuer. Peut-être pour le live Instagram. Voilà, super. C'est pratique. Donc là-dessus, si vous voulez. Voilà, moi j'aurais bien aimé presque hier, je me disais, mettre l'enceinte derrière les gens, parce que voilà, quand il y a quelque chose qui vient devant, bon, vous ne pouvez pas vous sentez obligé de regarder l'enceinte comme s'il allait en sortir quelque chose. Il ne sortira rien de cette enceinte. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, fermer les yeux, simplement, et partir avec nous là-dedans. Donc l'oblique bêta test. On est bon? Elle n'est pas branchée. Les joies du direct. Von Popeye, il est bon. Ne me fais pas ça maintenant. Pourquoi tu ne te lances pas? Oh non. Ça va aller. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne comprends pas. Ça marchait tout à l'heure. Ça marchait super bien tout à l'heure. C'est évident. Ça va aller, ça va aller. Ça va, il est 19h58, on a encore une heure. Vous pouvez regarder votre téléphone si vous voulez, pendant ce temps, je vais trouver la solution. Ouais, c'est sympa en vrai tout ça. Yes, on l'a. Alors, on recommence à zéro. On met pause. Voilà, donc là, juste pour vous situer, donc là, ce sera donc c'est la scène de l'oblique, si vous avez lu le premier chapitre. Donc ce sera à la fin du premier CD, donc la fin de l'acte 1. Et voilà, donc ça raconte la grande scène avec l'oblique. Dehors, le bouche nous attendait, splendide et désolé dans sa robe de latérite rouge. Quelques chênes du désert, parcimonieusement, fixaient un vague cap de contre. Pour le reste, le chaos dominait. Un plateau rond, engorgé de buttes à moitié solides, de dunes précaires que le furvent allait dynamiter, rayé de sillons aussi, qu'il aurait été facile d'emprunter par temps de clémence, aujourd'hui potentiellement mortel, puisqu'il servirait de lit aux rivières de sable. Golgoth avait attaqué pied en tête, à la limite du pas de course, choisi une ligne de crête axiale, et il avait tracé.
Le sol, plutôt ferme aux appuis, était trop vallonné et les pros souffraient sur les bosses. Pietro et Erg décrochaient par moments vers l'arrière pour les soulager, mais très bientôt, ça deviendrait impossible. Il fallait faire vite maintenant, gagner le maximum de terrain pendant la phase de Slamino. En contrebas, les eucalyptus pliaient déjà à faire peur. Certaines houppes se déchiraient sous les rafales. Sur un signe d'Arval, notre éclaireur, qui évoluait à une centaine de mètres devant nous, Golgoth piqua subitement dans la pente vers une ravine et il nous y enfonça. 50 mètres plus tard, il hurlait « Cap serré à droite! Cadavre! Ne vous arrêtez pas, il est mort !» Un type dont les plaies fraîches étaient plâtrées de sable gisait sur le flanc. Un coup d'œil me suffit pour comprendre qu'il était toujours conscient. Il avait encore un regard. Plus pour longtemps. Il se vidait à mi-cuisse et il était épiauté aux épaules et aux hanches. Erg, qui n'était pas combattant protecteur pour rien, décrocha devant nous pour le retourner, tâter les os et racler les pieds au couteau. Alors, est un oblique, un pirate sans doute, a dû être viré du char à voile et projeté par le blast, qui n'aime pas de bout et qu'il s'agit d'avancer sans leur roue. Il a un tatouage de bande, pour risquer d'en voir d'autres. L'aimerais-je? C'était une question de pure forme. Je fis quelques pas rapides vers l'amont pour tenter de mettre une distance toute mentale entre le son que j'anticipais et mes oreilles. Je ne fus pas assez véloce. Le fracas mat du marteau dans la fente de l'occiput cloua l'évidence. Erg l'avait abrégé. Faudra faire gaffe au char lui-même. Il a dû se planter dans la ravine. S'il n'est pas déjà passé. Couchez-vous! Couchez! En une fraction de seconde, la horde tout entière se jette au sol. Une corne de Belisha, roulant bord sur bord, a surgi la culture. Elle heurte, droite, gauche, la bombe de terre, propulsant une balle des éclairs qui s'envolent. Elle perdit l'enjeu dans sa tribune. C'est la balle que l'enjeu des plus d'un mètre pour retomber. Sacrée chance. Nous attendons quelques secondes. Puis nous nous relevons. Arval! Oui! En avant! Trace! Arval! Quoi? Une place à portée de vue! Avant! En cas de danger, tu lâches le chiffon blanc! Sitôt qu'Arval sortait du pack, je me retrouvais insuffisamment abritée. Par intervalles soumise au plein vent. J'avais froid. Cette impression que je dispersais mal, d'être progressivement percée à nu et faufilée dans mes fibres. Mon pantalon façayé au mollet, le tissu tiré aux manches et au cou, jamais assez épais, cette vitesse, assez opaque. J'enviais les buissons, l'espace qu'ils s'aménageaient entre les branches pour laisser passer les gros flocons d'air. Depuis que j'étais petite, souvent les mêmes rêves idiots. J'aurais voulu devenir à ces moments une haie de pluie. Pas cette voile de peau en travers du flux, ce tronc à plat, sans même de racines aux pieds pour s'associer à la terre. Dans la ravine, la pluie si redoutée arriva d'un coup. Des billes d'eau éclatantes sur mon front, qui faisaient des ronds sombres dans mon maillot bleu. Et aussitôt, la vague se vira en déluge. Les gouttes de si denses et si puissant le vent que je restais plusieurs secondes sur place, comme un caillou ripant au fond d'une rivière en crue. Je reculais, la peur de décrocher au ventre. Sur un appel de Golgoth, Arval rejoignit le pack. Je baissai la tête. Tout le monde s'était resserré d'un seul coup, sans cri ni concertation. Un réflexe animal, de harte instinctive. On ne s'en sortirait pas seul. Personne, pas même le goth. On n'était qu'un petit tas de chair frêle en mouvement. Soudés, un bloc, désunis, presque rien. À peine un pied de bois craquelé, prêt à fendre sous la rafale, de la sciure à souffler à la bouche. Et tout le monde le savait. Pietro et Sof, mais que tous les autres, qui compteraient une belle moitié du temps, carrément dos à la pluie, tournés face à nous, pour mieux chaîner du geste de la voix, le faire opaque, le bloc au croc, rien qu'avec des regards parfois, quelques mots de placement, de cadence, ou d'amour. Très vite, c'est la gâteau. L'argile l'apéritif absolument. Golgoth nous a sortis de la ravine et balaye large, relance sa voile en éclair, tire des bords, pisse plus vite par la mélasse qui s'accumule sous le cran. La pluie s'intensifie, le vent accélère,
seul matérialise l'espace. On bute dedans, on serpente à travers, on cyclique. Leur touffe blonde luise, couchée sous les rafales, bien distincte de la terre qui navire et grouille. La lumière est grisâtre, lumineuse. Golgot trace approximativement est-sud-est. Il nous mène en lisière de crête, à mi-dune, à la recherche des contrevents. En position! Non! Laisse-le s'approcher, Erg! Il est blessé! Une silhouette rayée de pluie, presque pliée, émergea incomplètement dans notre champ de vision. Elle titubait. Le grain la bousculait, longues claques et bourrades. L'homme chuta. Il se releva avec peine, sur un genou, rechuta lourdement, tête en avant, comme un poivreau à la rupture. Sonnait. Il essaya de continuer à quatre pattes, mais vent arrière, il ne pouvait évidemment éviter les rafales de cette espèce d'abrité. Fais face! Golgot ne corrigea pas d'un iota son cap, mais il me fit signe de sortir du bloc pour aller voir. Le gars, plutôt grand, s'était aventuré dans une langue de boue. Le bonheur. Il me vit arriver et porta la main au boomerang de sa ceinture, mais je le rassurai en écartant les mains. L'épaisseur du déluge m'obligeait à beugler. Vous n'irez pas loin comme ça! Faites face! J'ai cassé le mât de mon char! Toute l'escadre a cassé! Vous êtes des obliques? Ouais, mais pas des pillards! Des orpailleurs nomades! On partait poser des filets sur l'expédie, on a été pris dans la tempête! Vous cherchez à rejoindre le village? Vous savez où il est? À une demi-heure! À balle! Le gars écarquilla ses yeux frangés de boue. Ses cheveux dégoulinaient de boue grasse. La pluie lui rinçait le sang aux avant-bras en filets rouges clairs. Pendant de longues secondes, il regarda l'aval, la horde qui progressait amont en triangle, avec les traîneaux remorqués sur la glaise qui se dissipaient dans le volume de pluie à mesure. Par deux fois, il me fit répéter aval. Il n'y comprenait clairement rien. Mais vous allez où, vous, comme ça? Mais où? Mais bordel de Dieu, vous êtes qui? La horde! La horde du contrevent? La horde du 9e Golgot? Oui! Il parut réfléchir, autant qu'il le pouvait encore. Il secoua la tête, paumé, se signa brièvement, voulut reposer sa question. C'était trop pour lui. Il n'intégrait pas. Puis si. Je peux remonter avec vous? Cale-toi derrière moi, le plus près possible. Lorsqu'on recollera, je vais me repositionner devant, à ma place, dans le pack, juste derrière le fleuron. Tu n'auras qu'à te placer entre deux crocs, à l'arrière, mais fais bien gaffe. Quand tu entends coucher, tu ne cherches pas à comprendre, tu plonges au sol. Compris? Ah oui, merci. On recolla avec difficulté. Je dus le tirer à plusieurs moments, en montant le but, en la redescendant. Il avait de mauvais appuis, une mauvaise intuition des salves, et il était vraisemblablement déjà à bout de force. Lorsque je repris ma place dans le pack, je regrettais mon geste. Il a dégéné les crocs, qui subissaient déjà une pression énorme. Ni la frère Duka, ni Dardak n'avaient émis le moindre son lorsqu'il s'était positionné. Nous longions maintenant une forêt linéaire, soumis à un vent dégoûtant, avec de nombreuses rafales tournantes et latérales qui nous déséquilibraient. L'intensité du flux était maintenant telle que Golgot hurlait des « Salut! toutes les minutes. Salut! Et immédiatement, on serrait en s'empoignant par bras et ceintures. Salut! Et le socle collectif opérait. La rafale nous passait dessus sans trouver fente par où nous dissocier. On faisait bloc, on était bloc. Inexpugnable, indélogé. Le rescapé, derrière, ne comprenait sans doute rien. Mais il suivait le mouvement. Il tenait le coup. Il tendait son bras. Il braillait. Avec nous, quand il entendait. Salut! Il Couchez-vous! La butte devant nous fut pulvérisée dans l'espace par un coup de blast. Un mélange sable latérite nous rinça les épaules et le dos. Lorsque je me relevais, couverte de terre, je constatais deux choses. Les crocs avaient été remorqués sur plusieurs mètres par leurs traîneaux, mais ils étaient entiers. L'oblique, lui,
ne s'était pas couché. En tout cas, pas à temps. Ah oui, laisse tomber. Je ne pouvais pas, ou plus, laisser tomber. J'avalais quelques arpents, vent arrière, le dos subitement trempé jusqu'au maillot de corps, jusqu'à la peau, par cette saloperie de pluie horizontale. La butte, il suffisait de redescendre. C'était en partie retourné loin, mais très allongé et aplati sur une dizaine de mètres. Rapidement, je m'approchais, cherchais quelque chose qui lui dépassait de la motte. Je le trouvais. Le type était un morceau de terre, maintenant. Ni plus, ni moins. Il avait la gorge, la bouche, obstruée par des bouts de... Laisse tomber. Tu as fait ce que tu as vu. Il y a un trou placé dans le bac. Il faut tracer. La gorge, obstruée par des bouts de monde. Ce ne fut pas le dernier de sa bande que nous rencontrâmes, autant l'avouer. Au jugé, ils avaient dû être une quinzaine, en quête d'un village ou d'un abri, pris de court et jetés bas, leur char renversé, à devoir affronter à sec ce qu'il aurait fallu une existence à cela tout entière dédiée. Nous n'étions pas forcément plus athlétiques qu'eux, mais nous étions un bloc, avec à chaque poste les meilleurs, ou peu s'en fallait, en tout cas mentalement les plus solides. Sans parler d'expérience ou d'une quotidienneté si intégralement dévouée au vent et à la hargne du contre, qu'être claqué sur un val ne comptait plus à l'horizon de l'impossible. Je les vis, oui, ces obliques passer, mais sans grande émotion, malgré la macule de sang, tant ils ne s'appartenaient plus. Désarticulés, ils avançaient à l'avant comme je te pousse, dans l'indifférence de nos yeux mi-clos, se vidant comme des poupées de peau crevée qui auraient perdu leur son. On en appela certains, on en négligea beaucoup d'autres. Aucun d'eux, de toute façon, n'aurait tenu 10 minutes dans nos rangs, et à notre cadence, n'ait pu intégrer notre discipline, devenue instinct, cette force. Cette force, elle ne suffirait pourtant pas face à ce qui nous attendait. Elle donnait le change devant les néophytes, et à ces vitesses encore soutenables où un bon schémage et des couchers promptes conjuraient l'essentiel du danger, mais après... C'est fini. Merci pour l'enceinte, merci pour elle. Bon, voilà, c'est ça qu'on fait, en gros. Alors, encore une fois, c'est fini à 70%. Donc, on peut même discuter là, de ce qui peut vous avoir choqué à l'oreille, ou ce qui peut ne pas avoir été, ce qui nous permettra même de surligner les choses qu'on a déjà notées ou qu'on ne connaît pas. Mais oui, il y a peut-être des remarques, des questions sur ça, ou alors moi j'enchaîne, parce que oui. C'est quoi les 30% restants du coup? Alors, bah ouais, mais comme ça, ça a l'air bien. Enfin, ah oui, non, mais c'est super, c'est sortable, on envoie ça au mastering demain. Mais oui, alors qu'est-ce qui ne va pas là-dessus? C'est très simple, au niveau des voix. Normalement sur les voix, là les voix sont beaucoup trop à l'avant par rapport aux effets et à la musique. Sur les voix intérieures, on a normalement une légère réverb qu'on va poser, une réverb très douce, vous savez, un peu comme dans les films quand on se parle dans la tête ou n'importe, une petite les voix intérieures, si tu veux, on a la différence entre les voix au grand air, donc tout ce qui est dialogue, où on se parle directement, et les voix intérieures qui sont finalement comme des monologues en fait, de chaque personnage. Tu vois. Sur les voix extérieures, pour le coup, la spatialisation. Là, on a l'impression que t'as... En avant, trace. Quoi? Pourquoi il dit quoi? Il a gueulé à côté de lui. Donc, tu vois, ces choses-là de le mec gueule, le mec répond là-bas. Donc, ces choses-là. Alors, quand Guillaume parle des voix qui sont trop à l'avant par rapport à la musique, c'est parce que la musique n'est pas une musique d'ambiance, c'est pas un accompagnement. Voilà. La musique est un personnage, elle vit aussi. Oui, on ne veut pas la mettre voilà, en arrière. C'est surtout pas de le mixer comme de la pop, voilà. Où il y a la voix, et puis la musique, peu importe derrière. L'idée, c'est que les voix sont des solistes au sein de l'orchestre. Donc, parce que toute la musique a été... Elle a fait un travail merveilleux, en plus Éléonore là-dessus. Elle a composé vraiment pour que les choses tombent au mot près, dans le paragraphe près et tout. Donc l'utiliser comme si c'était une musique d'ambiance, c'est dommage. On peut noter aussi le hautbois,
qui symbolise le personnage de l'oblige. Oui, voilà. Et pareil, le mec qui parle avec une voix comme ça, et puis le hautbois qui est juste derrière, s'il était vraiment sur un niveau un peu similaire, ça porterait mieux. Les cuivres, à la fin, les cuivres sont pas les cuivres, ils doivent enrober à la fin, ils sont encore trop en arrière. Le vent, la piste de vent, là vous avez entendu, encore une fois, là c'est de la bricole, hein, c'est que là la piste de vent est derrière, et puis quand on parle dans la tête elle est moins forte, et puis quand on parle dehors elle est plus forte. Là l'idée c'est très mécanique pour voilà, c'est que là il y a tout un travail qui n'a pas encore été fait qu'on va faire. C'est là effectivement ça se joue au potard. Donc Julien, Didier l'a fait aussi. Là, il nous a envoyé une première piste hier. C'est où effectivement quand on est en voie intérieure, on prend la piste son du vent, on descend tous les aigus pour garder juste un derrière. Donc pas juste là on aurait vraiment le c'est vachement délire. Donc voilà, il y a ça. Les bruitages sont 1000 fois trop forts là, c'est terrible. Non mais on lance après, on me dit c'est sortable. Alors, donc non mais voilà, en fait là en fait le truc tout simplement c'est que entre c'est sympa et oui, où ça emporte, c'est qu'il y a encore ces moments où moi j'ai envie qu'effectivement les bruitages, le vent soit presque douloureux des fois, parce que si ça s'appelle plonger au cœur de la 34e horde, c'est bien qu'on n'est pas dans un salon à Altisio en train de boire le thé. C'est que l'idée, c'est qu'on est dans le groupe, donc le vent doit faire mal, les bruitages doivent faire mal, les cris, voilà, le Golgoth qui gueule tout le temps, machin, etc. Ça va avoir ce côté agressif. Pour l'instant, c'est propre, c'est sympa, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas encore... Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, même au sein de la musique, il y a des instruments qui ne sont pas encore mis assez en avant. Vous avez entendu, il y a une darbouka qui est derrière. Le truc, c'est que la darbouka, vous entendez surtout le toum, 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 toum. Oh, c'est relou, le mec. Il a fait un travail de dingue pour ajouter plein de petites choses, de petits bruitages, de trucs. Ils ont fait un super boulot pour intégrer la darbouka dans le mix. Et là, effectivement, là, elle est tellement mise en retrait qu'on n'a plus que la vibration basse de la darbouka. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, donc ça, c'est les petites choses. Il y a encore des millions de faire. Et après, le mastering, Sam, il va nous faire un truc de fou. Mais c'est voilà. Donc, en gros, il y a encore 8, 16, 24 heures de travail au moins dessus encore. Et tous ces petits changements-là qu'on n'avait pas anticipés. C'est que à la base, quand on a joué à la Porte des Allemands en 2020 avec la piste du violoncelle en quintette, on avait grosso modo, on va dire 40 pistes sur l'heure 20 en entier, on avait une quarantaine de pistes. Là, on a 195 pistes rien que sur ce morceau. Donc c'est un peu compliqué à gérer au bout d'un moment, mais on y arrive. Mais voilà, donc c'est pour ça effectivement. Tu vois, c'est même 67%, plus que 70% en réalité. Alors, on va l'enlever, comme ça on va la place, on va économiser la batterie. Mais à partir... Oui, pardon. Non, parce que moi justement, moi j'aime bien quand ça prend la forme d'une grande discussion plutôt que d'un exposé. Est-ce que ce serait pertinent d'écouter ça au casque? Ah oui, parce qu'en plus là... Alors là, en plus, bon... c'est fait pour que j'attendais. Oui, alors, c'est même quintuplement fait pour... C'est que là, effectivement, bon, on est sur une source mono, quoi, mais déjà, bon, le tout sera spatialisé de façon à ce que si vous avez un home cinéma à la maison, bon, bah, c'est en Dolby Surround. Si vous l'écoutez sur 105 là, c'est bien. Moi, pour moi, la meilleure façon de l'écouter, c'est en faisant du vélo par un temps maussade. Ah oui, non, ça c'est... Alors ça c'est le kiff. Moi je fais pas de vélo, mais en marchant c'est très bien aussi. Moi c'est le kiff absolu. Hier quand je suis parti pour prendre le train, il pleuvait à baisse, j'étais là avec ma capuche, ma valise, j'ai mis 13 minutes 20 pour aller de ma maison à la gare. Mais donc oui, effectivement, l'idée c'est pour avoir cette immersion, que si on l'écoute sur des bonnes enceintes stéréo, hop, ça, on aura l'impression d'être là en face de l'orchestre, entre guillemets, avec les choses qui viennent. Mais alors au casque, selon la qualité de votre casque, ça sera d'enfer. C'est déjà pas mal au casque, hein, c'est chouette. Oui. Ouais, deux choses. Déjà, bravo. C'est vraiment incroyable. C'est très stylé. Et deuxième chose, parce que évidemment je suis un peu relou, quand vous disiez, c'est hyper intéressant l'idée que vous dites sur le vent comme personnage, il y a des moments où j'entends moins bien la lecture, est-ce que c'est fait exprès? Oui, alors non, justement, ça c'est... Voilà, là c'est des choses qu'effectivement... Alors,
Est-ce qu'on pourrait Oui et dire non. que c'est fait exprès en Oui fait. et non, parce que là je suis d'accord avec toi. Alors là, c'est un point de. Avec vous, pardon. Je me suis Oui, oui. c'est bon. Avec, là, je suis d'accord. C'est ce que je disais quand je disais que des fois le vent doit être un peu douloureux. C'est que effectivement là, bon, il y a la notion de volume, pas volume, le mix des voix et tout et tout. Mais dans le mix final, moi j'insiste particulièrement là-dessus avec l'autre oreille c'est le studio avec qui on travaille, pour que parce qu'ils ont rendu presque, il y avait une version où ils avaient rendu les voix terriblement audibles en extérieur. Et du coup, on a eu des gens qui gueulaient, on ne savait pas pourquoi. Mais pourquoi tu gueules comme ça? Il est à 2 mètres de toi, il n'y a pas de bruit. Et du coup, le vent faisait presque un peu office de bruit blanc. Tu vois, et du coup, ou alors d'un petit bruit, un petit ruisseau, il y a quelqu'un qui a laissé un robinet ouvert à côté, un truc comme ça. Donc là-dessus, là, moi, je te suis, c'est que il ne peut pas y avoir un réglage vent type. C'est que selon les moments, et là particulièrement dans le moment comme ça à la fin, moi je veux qu'on tende l'oreille comme on plisserait les yeux pour voir une image. C'est parce que, et c'est pour ça que moi je conseille toujours aux gens de fermer les yeux, c'est que quand on ferme les yeux, on est obligé de se concentrer sur un son. Il y a ces sons parasites autour, il y a ces bruitages qui sont encore parfois trop forts, pas assez, peu importe. Mais effectivement, moi je veux que quand ça gueule, quand ça s'appelle au loin, etc., dans la piste finale, Furvent, c'est terrible ça. Mais voilà, mais c'est qu'effectivement, il y a un effort à fournir. C'est pas juste. T'as vu là, c'est sympa. C'est pas juste sympa. Comme Golgoth le dit, on pue la merde nous. Tu vois, enfin ça sent il faut que ça sente la transpi. Et l'idée, c'est que si t'as le casque et tout, c'est que t'es cette ambiance-là autour de toi, les voix qui parlent, mais qu'il faille tendre l'oreille. C'est que des choses viennent par derrière, que machin, et donc effectivement les choses sont un peu douloureuses. Comme ça, c'est ça, et puis à la fois t'es accompagné parce que finalement tu te retrouves vraiment entouré de la horde et complètement paumé effectivement à devoir tendre, à devoir identifier d'où ça vient. Pour répondre à la question, oui et non. Là, dans cette piste-là, il y a des fois où c'est pas voulu parce que les réglages sont encore approximatifs, mais oui, dans la version finale, oui, effectivement, il faudra qu'à certains moments, on tende un peu l'oreille pour discerner parce que voilà, Golgoth qui crie Arval, Rivegdar, Arval, bon, elle n'est pas obligée de l'avoir en mode thé à la maison, Rivegdar, Arval, oui, salut. C'est bon. Et voilà. Mais, oui, je continue, oui. Alors moi aussi deux choses. La première c'est que c'est déjà super top et que quand ça sera fini ça va être fantastique, c'est certain. La deuxième chose, et je pense aussi parce que j'ai une oreille peut-être un peu chiante, mais pour autant je suis... Sois chiante. Je suis pas grand monde pour avoir ce genre de commentaires, mais c'est vrai que quand on entend le vent dans les passages, dans les voix intérieures et les voix extérieures, quand on fait la transition, il y a des écarts. Oui, alors alors ça justement, ça fait partie des choses. La piste de vente, celle-là, honnêtement, on l'a bricolée dans la hâte dimanche après-midi entre 17h22 et 18h07, pour être parfaitement honnête. C'est que là, il y a ce côté, là t'entends les volumes, il y a même le bruit de la charrette, il part avec 3 secondes de retard, tu sais, couchez-vous en une fraction de seconde. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, c'est vraiment du réglage qu'on doit encore faire, effectivement. Et ces transitions là dont tu parles, qui sont machin, ça effectivement, c'est des choses qui vont se faire au potard manuellement pour avoir, par exemple dans le monologue que Victoria fait avec, il hurlait des chaînets blocs, là effectivement on sera sur donc ce tout bas, où effectivement là ça privilégie l'écoute du monologue, et on est obligé d'un coup de mettre fort, on repasse bas, mais à la fin d'un monologue doux qui a une transition, et ça part. Donc tout ça effectivement, loué soit ton oreille chiante, là effectivement ça fait partie du travail qu'on va faire là, dans les prochains jours, et c'est prévu. Merci de l'avoir noté. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans votre album? Oui, mais oui. Là, effectivement, alors dans celui-là, là donc on est à la moitié de l'album à ce moment-là. Vu qu'on est, alors d'une, on va pas se mentir, on a aussi le problème des moyens techniques, c'est que pour faire, là, sur cette partie-là, on a donc sur tout l'album, on a 10 musiciens qui ont enregistré chacun un nombre de pistes assez ouf pour qu'on ait finalement un effectif d'une trentaine de musiciens à l'oreille. Sur ce morceau-là, on a donc principalement hautbois, violoncelle, violon
Darbuka. Sur les morceaux suivants, sur Furvent, ce sera timbales, gong, on a toute la section de cuivre qui va arriver, effectivement, donc euphonium, sous-bassophone, trombone à coulisses, bugle, trompette, qu'est-ce que j'oublie, ouais, bon, après les percussions, c'est oui, le xylophone on l'a, on a caisse claire, on a, voilà, donc en On a tout, une belle flopée. voilà, il y a 9 musiciens qui savent tous faire un instrument, et puis on a Thibaut Lepris, donc, qui est à l'Opéra de Bordeaux, lui pour le coup, qui est percussionniste, qui nous a enregistré des timbales. On a été obligé de délocaliser même l'enregistrement, ça a rendu dingue le studio, parce que forcément ils ont leur studio avec leur super matos et tout, c'est fait pour. Et puis là on leur apprend qu'il y a peut-être des timbales dans l'album. Et puis finalement on se rend compte qu'Éléonore a écrit pour 4 timbales pour être sûr d'avoir une octave et demie. Et on se rend compte que sur ces 4 timbales, il y a 2 timbales qui ne passent pas par la porte du studio. Donc on a plein de petits... au niveau des percussions, il y a même plein de petites choses très différentes aussi. Et plein de petites choses qui ont été trouvées sur l'instant où voilà, il va s'amuser à tester des choses, à sortir des trucs de son sac, à voir comment ça réagit ici, machin. Voilà, et puis là, tout d'un coup... t'as des percussions qui sont faites avec un fer à cheval sur un caillou. Oui. Tu vois, pour avoir des choses propres. Mais donc plein de petites choses comme ça, mais l'idée effectivement c'est pas que tous les morceaux ce soit au bois, xylophone, orchestre. Voilà, sur l'introduction, on est sur un tambour d'orchestre, tu sais, un tambour, t'imagines une caisse claire, mais qui fait ça de diamètre, et donc pour avoir des élans machin, on a des cloches tubulaires. Comment j'ai pas pu parler des cloches tubulaires? T'as jamais vu ça? Ouais, tu vois, c'est effectivement, donc là ce sera plus sur la fin. Donc là-dessus, c'est l'idée. Une cloche tubulaire. Alors, des cloches tubulaires, t'imagines des tuyaux, en métal, des tuyaux comme ça, posés les uns à côté des autres. Sur 2 rangées ? Oui, sur 2 rangées. Et puis, donc, en gros, c'est grand comme ça, plein de tuyaux les uns à côté des autres, et tu les frappes avec des marteaux en caoutchouc ou en bois. Et ça te fait un son de cloche, très, très cristallin, très clair, très puissant. Donc ça, on va utiliser ça surtout dans la dernière partie, dans Furvent. Mais l'idée était effectivement, comme pour... Parce que la musique, elle est aussi beaucoup inspirée par la musique de jeux vidéo. Dans le sens de... moi, la musique parfaite à ce niveau-là, c'est la musique de Red Dead Redemption 2, de Woody Jackson. C'est la musique de Outer Wilds, de Andrew Pralo. Andrew Pralo qui suit le projet. Oui. Incroyable. Moi, j'hallucine complètement quand je l'avais tagué dans une story pour l'échanger. Ouais, envoie-moi l'album, avec plaisir. Oh, cool. Donc ça, c'est chouette. Mais l'idée était, comme dans un jeu, on commence avec, entre guillemets, un full stuff, on est machin, et puis on se fait rétamer complètement à la fin du premier niveau, on perd tous ses power-ups, toutes ses armes, machin, il faut réapprendre les skills petit à petit, les XP, ce machin, là, pour arriver finalement au point où on était au début du jeu, en face du boss de fin, etc. Donc là, l'idée était la même chose, c'était... Surtout qu'en plus on vient d'un moment où on a commencé au violoncelle avec de la bricole, du coup on sait aussi ce sur quoi ceux qui nous connaissent peuvent nous attendre. Du coup on commence effectivement les méandres juste avec un petit violoncelle qui fait un petit truc avec des harmoniques naturelles comme ça, et puis au deuxième méandre t'as l'orchestre, et l'idée étant de petit à petit, au fur et à mesure, comme dans ce jeu, je te dis de rajouter, bon bah là sur le hautbois, là c'est la première fois qu'il arrive après 28 minutes d'album. La Darbuka, elle vient, on la entendra plus, elle sera remplacée plus tard par de la caisse claire et des timbales. Et de façon à ce que petit à petit, au début, on va pas se mentir, hein, on arrive une medias res, ils sont là contre leur mur, en train d'attendre qu'est-ce qu'on va faire, il y en a qui chialent, qui veulent se cacher, qui machin. Donc ils sont pas en mode, on est là. Et tant mieux, parce que pour ouvrir le livre, c'est la meilleure façon de présenter la Horde. Voilà, dans l'étoffe dont sont tissés les vents, il a mis l'extrait, juste, enfin, le premier chapitre, ou l'ouverture initiale que devait avoir la Horde, qui commençait, je m'appelle Softropni, ça m'a pris 20 ans à apprendre à écrire tout ça. Voilà, ça faisait un peu bateau. Et moi, je trouve ça assez génial d'avoir commencé comme ça, effectivement, où tu décris tout le monde dans l'action. Et là, c'est la même chose, donc pour l'orchestre, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que les doutes passent, que la confiance commence à gonfler, que le respect qu'on a, ces gens qu'on ne connaît pas, et puis on commence à se dire, ah, ils sont bien quand même, machin. Et ben l'orchestre prend, entre guillemets, un level à chaque fois qu'on se dit,
pas mal. Donc finalement, à la fin, un Furvan, bon, bah, t'as cet effectif de 30 personnes avec des timbales, des explosions, le Furvan, et même une petite surprise, parce qu'à la fin, on peut pas dire, en plus, Yanaï, elle va tout balancer. Elle est en train de te regarder. Non, c'est qu'en fait, à la base, effectivement, j'avais eu la chance de rencontrer Alain et Mathias, donc Mathias Echné, l'éditeur de La Volte, et bonjour Naï, qui est ici, qui fait partie de La Volte également. Et donc là, je leur avais demandé platement l'autorisation d'enregistrer ça, parce qu'en plus, dès le début, ils avaient été super sympas, super bienveillants, donc t'as un pélo de Metz qui arrive, bonjour, je voudrais monter la horde du contrevent. Oui, ben vas-y, bien sûr, éclate-toi. Bonjour, je pourrais prendre l'identité visuelle du livre pour l'affiche. Ouais, ben vas-y, c'est quoi la police? Bah tiens, machin, etc. Vous voulez repartager l'info? Bah tiens, on fait un Kickstarter. Bah tiens, vas-y, prends les trucs. Donc c'est super, ils ont été géniaux à ce niveau-là. Et pourquoi je parlais de ça? La surprise. Ah oui, c'est que effectivement, ils étaient ok. Voilà, la seule condition sine qua non, c'est l'idée, c'est pas que tu fasses le livre audio de la Horde du Contrevent. On est d'accord, c'est tu veux faire cette œuvre-là, machin, tu sors pas entre guillemets du premier chapitre où l'idée est pas de faire les 19 chapitres parce que Alain, Mathias aimerait aussi avoir, ils ont peut-être en tête de faire un jour le livre audio eux-mêmes d'une certaine façon à leur manière. Donc superbe. Moi je dis banco parce que moi, comme je disais, pour moi, Furvan, c'est à la fois une introduction au livre, mais c'est une œuvre finie en soi. Il y a un début, il y a une histoire, à la fin de l'album, c'est pas, mais que se passe-t-il à la fin? Mais par contre, à la fin, j'ai un peu trichouillé, c'est pour ça que je chute, c'est qu'on a créé un nouveau morceau, dont le titre est Épitaphe, et donc là, on a passé une heure dans le premier chapitre, et là, pendant 6 minutes, donc c'est le grand final du Furvan, où on a des visions de l'avenir. Donc rien qui spoil, mais des choses qui intriguent. Moi, l'effet qu'on a essayé de faire, alors bon, l'analogie est pas terrible, mais moi, bon, je suis un enfant des années 90, alors autant j'adore Calderon, j'adore plein de gens morts il y a plein de centaines d'années, mais par contre, bon, j'aimais bien aussi Dragon Ball Z, j'aime bien les jeux vidéo. En parlant de Dragon Ball Z, on a été adoubé par Éric Legrand. Alors vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un comédien de doublage qui faisait la voix de Vegeta. Donc moi donc je l'ai connu comme ça, et puis après j'ai suivi un peu ce qu'il faisait. Donc maintenant il fait aussi des doublages dans les films de Wes Anderson. Donc c'est cool. Donc là-dessus, donc ça a été un moment où on est ravis. Mais donc à ce moment-là, moi j'aurais vous savez, le chapitre se termine sur protégez-vous, putain de merde. Et voilà. Donc je trouvais ça un peu dommage de finir là-dessus. Donc on avait déjà rajouté un petit épilogue où on avait pris quelques petits morceaux du chapitre 2 et 3 pour faire une redescente à la cool, machin, on marche. Respirer un coup. Voilà, on respire, cool. Par contre, on n'était pas content du Furvan, parce que le Furvan, t'avais, bon, protégez-vous putain de merde, t'avais une minute, pardon, de bruit, de machin, etc. Et personne n'était satisfait de ça. Et finalement, on s'est dit, bon, alors on va faire comme si, effectivement, là, tout d'un coup, on est plongé dans la tête de Caracol, et que, au moment où impossible à contrer, inutile à acquérir, on coupe, et on commence sur cette nouvelle piste qui est Épitaphe, où ça commence par ce petit dialogue entre Caracol et Orochi, qui lui explique que parfois il chope des morceaux de futur, comme ça, il sait pas. Et puis là, alors c'est full orchestre, folie furieuse, et avec un thème qu'elle nous a écrit qui est magnifique, et où il y a des morceaux, des chapitres 14 à 19, juste des petites phrases, mais où à l'oreille, t'as vu Retour vers le futur? Oui. La première fois que t'as vu Retour vers le futur, non, c'est à la fin du... Ouais, à la fin du 1. Ils te mettent un morceau de bande-annonce du 2 et du 3. Et moi, quand j'étais petit, que j'avais découvert ce truc-là, je savais pas qu'il y avait un 2 et un 3. Donc tu regardes Retour vers le futur, c'est super, Retour vers le futur. Il y a un 2. Et il y a un 3. Et ça se passe au Far West. Il faut que je le voie. Donc là, c'était l'idée de ceux qui ont lu le livre, qu'ils entendent des morceaux de scène dont ils ont rêvé.
Il y a un petit passage d'Altissio, il y a un petit passage de la flaque de Lapsan, il y a un petit passage de Norska, il y a un petit passage de Camp Boban, il y a un petit passage de la toute fin, mais pas de la fin, dernière page, t'inquiète pas. C'est étudié 100% sans spoil. Ceux qui connaissent, en plus, ceux qui connaissent ils vont seront avoir des émus. flashs de ces passages, mais c'est, encore une fois, c'est pas le spoil en lui-même, quoi. Oui, voilà, c'est une... Ouais, ce que je veux dire, je l'avais déjà dit, ça, mais si je te dis à un moment, il y a un personnage qui dit « Je vous aime !» C'est pas un spoil en soi. On a bien compris. Tu vois ce que je veux dire, Mais effectivement, là, à un moment, vers la fin, t'entends une voix de femme qui crie, il y a quelqu'un qui crie « Occupe-toi des chats !» dans le jardin. C'est voilà, des petits détails comme ça qu'à un moment, quelqu'un qui n'a pas lu le livre se dit « Qu'est-ce qu'il veut, lui, chat, machin ?» Et finalement, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu émouvant là-dedans, quoi. Et là, c'est en plus l'inspiration pour ce morceau-là, c'est un morceau de boss dans Zelda. Quel boss, quel Zelda, faut dire. Dans Tears of the Kingdom, le boss du vent, oui. C'est le... Et moi, ce morceau-là, il me rend dingue parce que justement, il est constamment dans une montée. Il a des cassures, il est épique, en même temps il a cette note mineure, tragique, machin, donc il est passionnant. Et puis je peux pas m'empêcher de lui jouer. C'est un boss du vent aussi. Machin, donc il a ce côté épique. Voilà, bon, oubliez ce morceau, spoil, machin, de toute façon vous aurez la surprise. Mais voilà. Mais en gros, par contre, ça peut nous ouvrir sur une discussion autour de l'adaptation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de taf là-dessus. Hein. Mais bon, là c'est vous qui posez les questions. Oui. Moi je suis venue mais je connais pas du tout le livre, je me suis pas renseigné, c'est quoi le pitch en fait Le pitch dans une terre poncée par des vents indomptés, 23 hommes et femmes remontent le cours du vent pour aller chercher la source du vent, l'extrême amont, jamais atteint. Ils sont la 34e horde du contrevent, 33 avant sont morts et on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Et ce groupe, il est composé d'hommes et de femmes qui ont tous une spécialité, donc ils sont menés par un traceur, ils ont des piliers, un scribe. Et qui sont conditionnés depuis l'enfance. Voilà, ils sont un peu élevés à la Spartiate, entre guillemets. Enfin, Spartiate, pas. Voilà, mais vénère, hein, c'est une société, médiévalo-hardcore quand même. Hein, je veux dire, il y a aussi une notion d'emprise religieuse quasiment là-dessus. Hein. Donc, et c'est des gens qui marchent toute leur vie pour rencontrer les 9 formes de vent, pour être capable, en espérant être capable, quand ils passeront Norskad, d'aller au-delà de là où leurs parents ont réussi à aller. Donc c'est une grande quête initiatique qui dure sur 30 ans, 40 ans, et puis après, soit ils meurent, soit ils avancent. Pardon, c'est pour arrêter le vent ou... C'est déjà pour savoir ce qu'il y a. Et découvrir la source. Voilà, okay. Sur toutes les cartes. À la source du vent, il y a quelque chose qui permet d'exaucer les souhaits. Ah oui, tout le monde a sa définition aussi de ce que ça va être. Oui, ça promet. Voilà, il y a plein de suppositions, voilà, mais les musiciens imaginent qu'il y a un espèce d'orchestre cosmique dont le vent, pour le coup, c'est le souffle des instruments qui déferlent sur le monde. Globalement, chacun imagine ce qui va lui permettre de continuer à avancer, de tenir. Ce qui lui donne sa raison d'avancer, effectivement. Et ce postulat qui est tout bête, entre guillemets, qui pourrait être tout bête dans... Voilà, parce que par exemple, il y a d'autres romans aussi qui sont partis d'un postulat similaire avec de la glace, des plantes, machin, c'est le collectif Maury, je ne me rappelle plus les Nantais. Voilà, c'est ça, voilà, où ces idées-là peuvent sembler, entre guillemets, bateau, mais ce qui fait la différence, c'est aussi la réalisation littéraire là-dedans, quoi. Donc et dans la construction du livre, c'est pas juste, tu l'as entendu aussi là, c'est une alternance de monologues internes entrecoupés de dialogues. Oui, comme tu disais, c'est la matière, enfin vraiment comment Damasio l'écrit en fait. Oui, c'est ça. En plus c'est marrant ça parce que du coup on n'a jamais réussi à comment dire, quand on cherchait à diffuser tout ça, dis-moi si je parle trop, il y a une heure. Hein, 20h39. Il faut me faire signe alors, Léonore. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas hésiter là, tu vois. Mais ce que je disais. Vous n'avez jamais réussi à... On n'avait jamais réussi à... Ah oui, non, à expliquer en gros ce qu'on faisait. C'est-à-dire que ce qui est compliqué quand on essaye de chercher de la diffusion,
c'est que les théâtres nous renvoient vers des salles de musique en disant bah, c'est du théâtre, c'est de la musique. On va vers de la musique, une salle de musique, la BAM par exemple, ah ben faut aller voir vers le théâtre, c'est pas de la musique ce que vous faites là, c'est du théâtre. Donc on a toujours eu du mal à expliquer, et c'est Christopher Nolan qui nous a donné la réponse, il n'y a pas très longtemps. Je suis aussi le projet. Mais oui, il m'a appelé. Mais non, en fait j'ai vu passer un article tout bête, vous savez, vous l'avez peut-être vu passer, où il y avait Cillian Murphy qui disait justement qu'il n'avait jamais lu un scénario comme le scénario d'Oppenheimer, qui était très original, révolutionnaire. Je regarde l'article, et le scénario était écrit à la première personne. Et moi je comprenais pas ce que ça avait de révolutionnaire, je me prenais la tête, je me dis, mais effectivement, pour un scénario, oui, mais en fait c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. C'est pas dans le sens on est meilleur que lui, hein, mais dans le sens, je veux dire, la Horde du Contrevent, et ce qu'on a essayé de faire là, c'est effectivement, c'est comme si quelqu'un lisait un scénario à la première personne, et on matérialise autour de lui ce qu'il raconte dans le scénario, quoi. Donc ouais, voilà, bon, vous reconnaissez comment je suis parti de là. On arrive à peu près sur la fin, 20h45. Alors, on avait promis qu'on partirait tous pour 21h. C'est surtout qu'il faut parler de ça. Du hein, Kickstarter. Oui, Merci. Ça serait mieux. Merci. Alors, effectivement, l'objet de notre visite ici, en plus de faire... On s'emballe. En plus de parler de ce projet passionnant, c'est effectivement, alors non pas forcément de vous taper votre argent à vous, mais d'essayer de faire connaître... Non mais après, si vous insistez, honnêtement, en plus c'est prévu. Hein. Mais par contre, déjà, bon, c'est nous... venir ici, parler à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est déjà 14 fois plus de gens que ce qu'on touche d'habitude à Paris. Donc nous, c'est super. L'idée, c'est donc, en ce moment, depuis le 1er octobre, on a lancé le Kickstarter de Furvent. Donc là-dessus, nous, on est à la recherche de 6 000 € en tout. Voilà. On est à 47% de l'objectif, à peu près 44 jours de la fin. Donc là, cool, on a, je crois, 2801 € actuellement. 2801. Grâce à certains aussi qui sont parmi vous. Donc ça, c'est chouette. L'idée, donc, c'est sur le Kickstarter, on peut précommander l'album, des contreparties, etc. Un superbe casque de contre en cuir vegan. Celui-là n'est pas en cuir vegan. Celui-là, c'est mon casque de représentation. Mais Victoria, donc, l'a fabriqué déjà, celui-là. Et elle fait en même temps des casques pour les contributeurs. La Volt nous a aussi fait don de livres, la Horde du Contrevent, qu'on va pimper pour faire un pack. Attention, cela part vite. Et ce soir, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez précommander l'album auprès d'Éléonore et ainsi bénéficier des 3 € de frais de port. Nous épargner également peut-être le nombre d'envois relayés. Et surtout, bon, en gros, et comme ça j'arrête vite, mais nous, au-delà de vous vendre l'album, c'est surtout de faire connaître le projet. Donc si... diffuser l'information. Voilà. Donc, et encore une fois, qu'on se comprenne vraiment parfaitement. Hein. Si vous avez envie d'acheter l'album ce soir, moi je suis personne pour vous en empêcher. L'important, c'est vraiment aussi par contre de faire tourner l'info, parce que bon, on est une toute petite compagnie, on ne bénéficie pas encore des accompagnements triennaux, des mairies avec lesquelles on travaille, etc. Donc notre seule richesse, ça a toujours été de surprendre un peu les gens, parce qu'on nous voit arriver avec nos têtes comme ça, et puis on se dit, oh mais en fait, c'est pas mal ce qu'ils font. Donc cool. Donc, et puis le bouche à oreille, et simplement des gens de bonne volonté, sympas, qui ont été curieux, qui en parlent à un tel, machin, et là, déjà d'être au 47% 15 jours après le lancement, pour nous, c'est déjà cool. Encore une fois, on a des gens qui nous ont acheté des albums à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Épinal. Donc super là-dessus. On a des librairies qui nous ont fait confiance sur ça. Donc voilà, il n'y a pas besoin outre mesure. Je pense que vous savez ce qu'est un QR code, vous savez ce qu'est un Kickstarter. A priori. On ne pourra jamais vous mettre le couteau sous la gorge pour faire tourner l'info. Par contre, on peut vous le demander. Et puis après, vous mettez ça dans un coin de la tête. Et puis, vous pouvez flasher ce petit QR code. Mais en plus, non, même pas, il n'y a pas besoin, parce qu'il y a Éléonore qui est là ce soir. Ça vous coûtera même moins cher. Et on a laissé quelques affiches aussi à l'entrée, si dans les lieux que vous connaissez, voilà. Si vous avez envie d'en prendre une, de l'afficher chez vous, à la fac, dans une boutique,
réfectoire de là où vous travaillez, peu importe, pour un endroit où il y a un peu de passage. Oui, quand c'est même, quand même parce que mieux. Oui. Si c'est pour la coller ici, là, au niveau des pieds, c'est pas la peine. Mais parce qu'elle coûte quand même, c'est 1,80 € l'impression. Ah, c'est du beau papier. Je t'ai donné le reçu. Oui, oui. Il est rangé. Donc voilà. Là, oui, On a l'air 44, on voulait ça. Est-ce qu'il reste une question? Oui, pardon. Dans la version de la Volt en grand format de l'art du contrevent, il y a un album. Tout à fait. Une sorte de bande originale du livre. Tout à fait. Est-ce que vous en êtes inspiré? Vous avez travaillé le plus loin possible de ça? Est-ce que vous l'avez ne serait-ce qu'écouté? Alors, oui et non. Enfin, oui, mais pas chronologiquement, non. Je l'avais écouté, alors, moi, j'ai découvert le livre en 2010. C'est un ami d'ailleurs que je cite, qui s'appelle Laurent Benevento, qui travaillait avec moi à la Brasserie Flo, et comme tout le monde, la Horde du Contrevent, on se la passe. Ah, tu connais pas? Tiens, vas-y. Moi, j'en ai déjà acheté 16, je crois, à donner à des gens en cadeau. Oui, mais non. Mais voilà, donc pour répondre, pardon, je l'avais écouté. J'avais presque été un peu déçu. Je l'avoue, parce que vu que c'est marketé comme la bande originale, je m'attendais à je mets la galette, j'écoute, mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est aussi ça qui a été à l'origine, d'une certaine façon, de Furvent, c'est que de prendre ce parti de je fais une bande originale du chapitre 1. Après, on verra, mais par contre, effectivement, j'aime bien, effectivement, ça ressemble un peu, tu me diras, Méandre, le début, le premier morceau de... Alors, je me rappelle plus le nom de l'artiste, par contre. Il est dans la... Tout à fait. Citons-le, quand même, Arnaud Alivan, pardon. Effectivement, donc là-dessus, oui, le premier morceau, avec les voix qui se mélangent, nous sommes faits de la même étoffe que son élément, pardon, fatigue. Là oui, mais du coup, on a essayé, moi c'est mon côté janséniste, il faut respecter le texte. Si la page est écrite comme ça, je vais la dire comme ça. Donc ça commence, non pas par nous sommes faits de la même étoffe, ça commence par fuit, pur, fou, ostance, jus, bile, jus vivant. Ensuite, à l'origine, l'orgie, puis vitesse, etc. Donc on fait les 4 passages, les uns après les autres, et la musique commence, j'en avais parlé tout à l'heure, sur des petites harmoniques un peu bébêtes, presque, qui ont l'air de, oh là, ça va juste être un truc un peu, il n'y a pas de mélodie là-dedans. Parce que nous, on cherche la mélodie, parce que la musique a été composée sur la base de la ritournelle. Là, dans ce morceau-là, vous l'avez entendu, c'est le qui revient, le thème principal qui revient plusieurs fois. C'était de partir de thèmes très simples qu'on détricote, façon les furtifs, entre guillemets, comme l'écriture des furtifs, tu vois ce que je veux dire? T'as une mélodie de base, c'est pour ça d'ailleurs que moi, le plus bel autographe que j'ai là-dedans, c'est Léonore Zilinski qui me l'a fait, c'est juste le thème de la Horde du Contrevent, de base, et à partir de cette portée-là, t'as 1h20 de musique qui se détricote un peu partout. Donc oui, on l'avait écouté. Alors moi, non, d'ailleurs. Oui, pardon, alors... Non, alors moi, je l'ai écouté... Mais une fois qu'on était bien installé dans le projet de l'album. Mais après, je fais ça à chaque fois, comme quand le Peter Pan. C'est vrai que, bon, à part les inévitables Hook, tout ça qu'on a vu quand on était petit, mais c'est des choses que j'aime bien écouter une fois qu'on est bien installé, qu'on est sûr de où on va, pour... Bah, c'est bête, mais pour pas se laisser influencer, pour pas comparer, pour... Oui, parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était qu'on adapte plus Damasio, qu'on adapte la Horde du Contrevent. Et Damasio, il a son style à lui, effectivement, entrer dans la couleur, c'est super et tout. Mais là-dessus, je me voyais mal partir sur la Horde avec juste une guitare saturée derrière, etc. Et que ça aurait fait du sous Damasio. Et pour moi, c'était pas approprié à tout ça. Donc effectivement, on a essayé de se préserver des influences autour, mais je mentirais si je dis que j'ai pas regardé. Mais en réalité, je vous invite à regarder. Moi, la version qui m'a le plus influencé, c'est une version que j'ai trouvée sur YouTube, qui s'appelle Livre Audio, la Horde du Contrevent. Et c'est une fille qui doit avoir peut-être 17-18 ans, qui s'est tapé les 3 premiers chapitres, vraiment à lire bête et méchant. C'est pas la folie furieuse, c'est un peu vert, etc. C'est un peu jeune, c'est un peu timide. Mais par contre, comment dire, de se frotter au projet aussi frontalement, j'ai trouvé ça assez admirable. Donc malheureusement, elle n'a pas continué et tout, mais
Arrête avec les tout, hein. Mais elle n'a pas continué. Mais c'est en réalité, moi, la chose qui m'a le plus influencé, c'est cette petite nénette que j'ai jamais vue de ma vie, qui effectivement, elle a attaqué le texte frontalement. Et ça, moi, je trouve ça admirable. Et on a essayé de faire la même chose, effectivement, plutôt que de faire du cherry picking sur qu'est-ce que j'aime bien. Mais il y a des thèmes que j'aime beaucoup, les thèmes des fréoles, par exemple, dans le CD d'Arnaud, là. J'aime bien. Mais je trouvais dommage que... je peux pas lire le passage des fréoles sur cette musique. Il faudrait que je fasse tourner en boucle une musique qui dure 3 minutes. Donc autant c'est des ambiances très intéressantes. Mais peut-être à écouter après le livre ou avant, oui, voilà, je sais pas, mais c'est vrai qu'en même temps. À écouter autour, mais pas en même temps, quoi. Là, l'idée était de faire quelque chose que, moi, une belle expérience que j'aime bien, c'est vraiment de lire le livre en même temps qu'on l'écoute. Tu vois, les méandres, vu que là, il y a les 10 voix des comédiens qui se répondent, qui tournent un peu en boucle, en volute, etc. De lire les méandres avec à l'origine fut la vitesse, à l'origine fut la vitesse, le pur mouvement, ce côté qui revient comme si effectivement tu lisais le texte à trous. Donc, et c'est ce côté accompagnement, c'était de créer d'essayer de faire en sorte que la personne qui l'écoute ou qui lit, elle est accompagnée vraiment par ces 30 personnes qui est avec elle. Donc oui, un peu influencé, non, mais je l'ai écouté, j'ai bien aimé. J'ai une dernière question. Oui. Donc là, c'est plusieurs CD. Donc, oui, un double album. C'est ça. Est-ce que vous prévoyez une version uniquement numérique ou pas? Parce que par exemple, on a une CD, moi. Très heureux. On vit avec notre temps quand même. Elle est sur le Kickstarter, elle s'appelle L'achat du pragma. Tout simplement, t'as pas de lecteur CD, hop, simplement. Donc oui, tu la trouveras pour le prix imbattable de 13 €. Vous pouvez pas faire 12,99, vous pouvez faire comme sur iTunes, mais bon. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, la compagnie Ernaud a un Instagram, un Facebook, donc vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et même un Twitter. Ça s'appelle plus Twitter, surtout. En plus, mais voilà. Donc, juste qu'on vient de dire qu'on vit avec notre temps, quand même. Ça fait Jack Nicholson dans le Batman, c'est la marque X. Voilà. Écoutez, merci à tous et à toutes, pardon. Oui, merci. Merci.